Alors, TP12, compte version 2. Donc, l'objectif, c'est de développer un compte modèle 2 qui possède un état. Donc, ce faisant, on va améliorer nos techniques pour invoquer le constructeur d'un parent, redéfinir des méthodes, donc le polymorphisme, et utiliser le mot-clé base, base. Préalable, partie TP, partie 11. Donc, je remercie à Mathieu pour ses précieuses remarques qui ont contribué à améliorer cette présentation. Donc, le plan, d'abord, on va parler de l'état en question. On va parler du compte 2 et de son constructeur. Ensuite de ça, la modification des opérations courantes, la modification des applications, des méthodes supplémentaires, l'utilisation dans la partie console, et finalement, on va conclure. Donc, l'état. Donc, l'état du compte. Donc, le compte version 2 possède un état, et cet état-là change tout au long de son cycle de vie. Donc, le cycle de vie d'un compte. Donc, on peut modéliser ces changements-là d'état à l'aide de ce qu'on appelle un diagramme d'état. Vous l'avez ici. Donc, vous avez ici un départ. Donc, un diagramme d'état possède un état initial. Donc, initialement, c'est comme on sort du vide. Donc, le compte est créé. Quand le compte est créé, quand on crée un compte, le compte tombe dans l'état actif. Dans l'état actif, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déposer, on peut retirer, on peut vider, puis on peut fermer le compte. Quand on ferme le compte, le compte tombe dans l'état fermé. Quand le compte est en état fermé, on peut faire deux choses. On peut le réactiver ou alors on peut le détruire. Donc, si on le réactive, il redevient actif et on peut faire ces choses-là. Quand on le détruit, ça s'appelle l'état final. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui se passe là. OK? Donc, c'est pas trop compliqué. Donc, ça, les flèches comme ça, on appelle ça des transitions. Ça, c'est les actions qui se produisent quand les transitions se produisent. Et ça, ce sont les états. Donc, l'interprétation, je viens de la faire à la diapo précédente. Donc, en C#, le plus simple pour gérer les états, c'est un type énuméré. Donc, vous l'avez ici, le type énuméré, état du compte.C#, état du compte, vous avez actif et fermé. On aurait pu être tenté d'utiliser un booléen, par exemple, est actif ou est fermé, parce qu'on a seulement deux états. Mais qui sait, peut-être que dans une version subséquente, d'autres états vont s'ajouter, par hasard. Alors, il est utile aussi que l'état actif ici soit le premier de la liste. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'état par défaut, l'état initial d'un compte. Donc, en résumé, le compte version 2 peut être dans deux états possibles, actif ou fermé. Selon son état, certaines opérations sont permises et d'autres non. Donc, maintenant, je n'ai pas encore demandé de modifier la classe compte 2. On va créer la classe compte 2. On va s'occuper de ça à la prochaine section. Donc, je vais faire maintenant un commit et pousser le tout. Alors, le modèle amélioré, donc le compte modèle 2 avec un état, c'est une amélioration du compte modèle 1 en quelque sorte. On pourrait bien entendu modifier directement la classe compte 1, mais pour augmenter le challenge et apprendre au passage des choses intéressantes, on va créer dans Banque Libre une nouvelle classe compte 2 qui va hériter de compte 1. Donc vous avez compte 2 ici qui va hériter, ça c'est l'héritage de compte 1 dans le module, dans le projet Banque Libre. Ça c'est tirelire libre ici, ça c'est Banque Libre. Donc, voilà. Mais qu'est-ce qu'on va mettre dans compte 2? Voilà la question. Okay. Donc, compte 2, c'est une amélioration. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Ben, on va mettre l'état, évidemment. Donc, le compte 2 a un état ouvert, c'est-à-dire actif ou fermé. Et on va mettre aussi les nouvelles opérations qu'on peut effectuer sur le compte 2, c'est-à-dire l'opération fermée et l'opération réactivée. On les ajoute aussi dans compte 2.
Ici, en fait, si on regarde compte 1, on voit qu'on avait mis un numéro dedans et un titulaire, et il y avait des opérations héritées, et des opérations et des propriétés héritées. Donc, montant total, c'était une propriété héritée, et déposer, retirer, vider, c'était aussi des méthodes héritées. Donc, compte 2 va aussi hériter de toutes ces choses-là. Donc, il faut mettre ça dans compte 2. Donc, si jamais vous regardez le diagramme d'état ici, vous allez voir qu'on peut aussi créer un compte et détruire un compte. Donc, vous dites, OK, là, on peut déposer, retirer, vider, on peut fermer, réactiver. C'est toutes des méthodes qu'on a mis dans la classe, mais est-ce qu'on peut aussi créer et détruire? Ben, en fait, créer, oui, vous pouvez le faire. Le constructeur sert à créer. Okay? Donc, créer, c'est le constructeur. Maintenant, détruire, est-ce qu'on pourrait demander à un objet de se détruire lui-même? En réalité, on ne peut pas faire ça en orienté objet. Bon, si jamais vous étudiez le C++, vous allez voir, il y a des destructeurs. Même en C#, il y en a qui appellent ça des destructeurs, mais en C#, en Java, on appelle ça des finaliseurs. C'est pas la même chose que des destructeurs. Donc, on ne peut pas vraiment demander à un objet de se détruire. Okay? On peut juste arrêter de s'en servir. Quand on arrête de s'en servir, il s'auto-détruit lui-même par le garbage collector. Mais toujours est-il qu'on ne peut pas demander à un objet de se détruire lui-même. Et d'une certaine façon, ça correspond à ce qui se passait dans le film célèbre Terminator 2, dans lequel vous aviez ici Arnold qui était descendu dans un bain d'acier fondu, où est-ce qu'elle est dissous, et qui, dans le fond, dit qu'il ne peut pas se terminer lui-même, donc il ne peut pas s'auto-détruire. Ça fait que, voilà, c'était la séquence finale du film. Je voulais pas vous vendre le punch, mais bon. Si jamais vous avez du temps à perdre, vous pouvez toujours écouter du temps à perdre. C'est pas du temps perdu, mais, donc, c'est ça. C'était un excellent film. Donc, en C# maintenant, donc commencez par coder la classe compte 2. Donc ici, vous avez l'état du compte, vous avez la méthode fermée, vous avez la méthode réactivée. Vous n'êtes pas obligé de coder tout de suite ces méthodes-là. Vous pouvez mettre not implemented exception pour l'instant. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez voir que Visual Studio va vous souligner en rouge compte 2. Pourquoi? Ben, il fait ça parce que en C#, comme en Java et dans plusieurs autres langages orientés objets, les constructeurs ne sont pas hérités. Donc, on a déjà un constructeur dans compte 1, mais le problème, c'est qu'il y a un constructeur dans compte 1, mais il n'y en a pas dans compte 2. Donc ça ne marche pas. Dès que vous avez un constructeur dans compte 1, on parle ici d'un constructeur qui n'est pas un constructeur par défaut. Donc, dès que vous avez un constructeur qui prend un argument dans le compte 1, vous êtes obligé d'avoir un constructeur dans le compte 2 qui va faire appel, en tout cas, on va voir, ok? Puis ce constructeur-là, dans le compte 2, il doit invoquer le constructeur de compte 1. Donc, je répète, dans le compte 2, dans le compte 1, vous avez un constructeur. Vu que vous avez un constructeur dans le compte 1, en fait, il y en a deux constructeurs dans le compte 1, mais je veux dire, dès que vous avez un constructeur dans le compte 1, vous devez ajouter un constructeur dans le compte 2, et ce constructeur-là doit faire appel au constructeur dans le compte 1. OK? Donc, ajout d'un constructeur standard. Bon, puisqu'il le faut ajouter un constructeur, par exemple, faites un copier-coller du constructeur de compte 1 et changez son nom pour compte 2. Parce qu'en réalité, on veut initialiser les mêmes choses. Donc, vous allez voir si vous faites public compte 2, puis vous initialisez ici, vous faites un copier-coller du constructeur qu'il y avait dans compte 1. Vous allez voir que Visual Studio est toujours pas content. Pourquoi? Parce que notre constructeur de compte 2 n'appelle pas un constructeur de compte 1. Donc, il faut aussi appeler le constructeur de compte 1. Donc, on a vu dans le module 14 qu'un constructeur peut invoquer un autre constructeur de la même classe avec le mot-clé this. De la même manière, un constructeur peut invoquer un autre constructeur de la classe parente avec le mot-clé base. Donc, comme on l'a ici, public, compte 2, numéro, titulaire, montant total, 2 points, base, numéro, titulaire, montant total. Donc, qu'est-ce que ça fait, le 2 points, base, numéro, titulaire, montant total? Ça va invoquer le constructeur de compte 1 avec les arguments numéro, titulaire et montant total. Okay? Donc, ça invoque le constructeur correspondant de compte 1 avec les arguments reçus ici, numéro, titulaire, montant total. Et entre accolades, vous pouvez ajouter, si vous voulez, du code supplémentaire pour initialiser le compte 2 au besoin.
pour faire disons, la différence. OK? Donc ça, c'est obligatoire de faire ça ici, quand la classe de base ne possède pas de constructeur par défaut, comme c'est le cas ici. Donc, si vous redéfinissez un nouveau constructeur, si vous définissez un constructeur dans compte 1, qui n'est pas un constructeur par défaut, vous devez, à ce moment-là, invoquer son constructeur dans une classe dérivée, comme ça ici, dans le constructeur ajouté. Donc, dans notre cas, la classe 2 possède un état. Donc, on voudrait aussi, possiblement, fournir ce paramètre-là au moment de la construction. Okay. Donc, voici ce qu'on peut faire pour modifier le constructeur. Donc, on rajoute un paramètre ici, état du compte, état actif. Donc, par défaut, quand on crée un compte 2, le compte est créé dans un état actif. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on initialise toujours, on invoque notre constructeur de base ici avec le numéro, le titulaire et le montant total. Et ici, on rajoute le code qui concerne l'initialisation de l'état. Donc, l'état, c'est un champ qui appartient au compte 2. Mais le numéro, le titulaire, il appartient au compte 1. Ça fait qu'on fait appel au constructeur de base pour s'initialiser lui-même avec le numéro et le titulaire. Et on lui passe aussi le montant total parce que le constructeur de compte 1 va aussi utiliser le montant total. Donc, à la base, on lui passe les arguments ici ou les paramètres qu'on veut que lui utilise pour initialiser sa partie. Et ici, à l'interne, on initialise les champs qui appartiennent en propre au compte 2. Vous pouvez maintenant ajouter le fichier de test fourni, tester compte 2. Normalement, vous allez voir que tout ici, en fait, il y a plein de choses, il y a plein de tests qui vont passer, mais pas le test T2D, ni quelques autres tests ici qui suivent. Là. Si vous avez déjà codé, fermé, réactivé, ça se peut qu'il passe, mais bon, c'est là qu'on en est en ce moment. Donc, pourquoi le test T2D ne passe pas? Ben, en fait, tous ces tests-là ici vont passer parce que le constructeur de compte 1 fait bien sa job. Le problème, c'est que le constructeur de compte 2 fait pas encore tout à fait bien sa job. Okay? Donc, le problème, c'est qu'un compte fermé doit être vide. C'est-à-dire qu'il ne doit y avoir aucun montant ou un solde résiduel dans un compte fermé. Donc, pour fermer un compte, autrement dit, il faut que son solde soit 0, ou son montant total soit 0, ou résiduel. Donc, le test 2D, lui, de création de compte, vérifie que lorsqu'un compte est fermé, il est créé, si on veut créer un compte qui est dans un état fermé, on veut l'avoir avec un solde non, c'est-à-dire on vérifie que le solde est nul. S'il est non nul, on va avoir une exception. Donc, ici, dans le test T2D, vous allez avoir quelque chose du genre, ici. Donc, on crée un nouveau compte avec un numéro 1, titulaire Obi-Wan, montant total 2 et fermé. Donc, ça ne marche pas. On ne peut pas créer un compte fermé avec un solde dedans qui est non nul. Donc, on va avoir une exception qui doit afficher comme message incompatible et comme argument état. Donc, ça veut dire que dans notre constructeur, il faut valider l'argument en question. Donc, on peut faire comme ceci. Donc, si l'état du compte est fermé et que le montant total ici est différent de 0, alors, throw new argument exception, un état fermé est incompatible avec un solde non nul. Et on met ici le nom de l'argument fautif. Donc, à qui la faute? Bien entendu, ici, on peut se poser la question, ouais, mais là, la faute, est-ce que c'est la faute de l'état qui devrait pas être fermé quand le montant est différent de 0, ou c'est la faute du montant qui devrait être 0 quand l'état est fermé? Donc, c'est qui est le problème? Okay? Souvent, dans la vie, on cherche des coupables, mais des fois, c'est difficile d'identifier un coupable. C'est difficile, est-ce que c'est A ou c'est B, quand c'est une combinaison des deux. Donc, ici, on est dans un cas typique de combinaison. Donc, dans ce cas-là, c'est difficile de savoir qui est le coupable. Mais par convention, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décider que, en général, on va décider que c'est le dernier argument, ou celui qui vient après, qui est le coupable. Okay. Donc, ici, par exemple, throw new argument exception, un état fermé est incompatible avec un solde non nul. Name of état. On décide que c'est l'état qui est coupable plutôt que le solde. Mais on aurait pu dire que c'est le solde aussi.
Mais dans ce cas-là, par convention, on va dire que c'est l'argument qui vient après qui est le coupable. Une fois que vous avez fait ça, le test T2D devrait passer. Donc, il va rester les tests ici qui ne passeront pas encore. Donc, quand on veut coder un constructeur standard, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, les étapes de codage sont les suivantes. Donc, il faut d'abord invoquer, dans un contexte d'héritage, il faut d'abord invoquer le constructeur du parent avec base si nécessaire. Ensuite, il faut valider les arguments résiduels qui n'ont pas été validés dans l'étape 1. Et ensuite, il faut initialiser les arguments résiduels, donc qui n'ont pas été initialisés dans l'étape 1. Donc, l'étape 1 ici, c'est d'invoquer le constructeur du parent, qui lui-même va faire sa propre validation et sa propre initialisation. Dans la partie 2, on valide les arguments qui n'ont pas été validés par la partie 1. Et dans la partie 3, on initialise les propriétés qui n'ont pas été initialisées dans la partie 1. OK? Donc, en résumé, on a entrepris de coder la classe compte2 comme une classe qui hérite de compte1, en commençant d'abord par son constructeur. Puisque la classe compte2 hérite de compte1 et que compte1 possède un constructeur obligatoire qui n'est pas par défaut, alors le constructeur de compte2 doit lui-même obligatoirement faire appel au constructeur correspondant dans compte1. On va voir dans les sections suivantes comment coder les autres méthodes. Donc, on peut faire maintenant un commit et pousser le tout.